La voix de Malik Dembélé claqua comme un éclair dans l'air moite du soir à Saint-Aubin-sur-Lys. « Tu as tiré sur ma mère simplement parce qu'elle était noire, pas vrai ?» Les mots jaillirent, lourds, irrévocables, brisant le silence qui s'était installé après les cris, les pneus qui crissent, et le coup de feu sec qui avait retenti comme un point final. Ce n'était pas une question. C'était une sentence. Sa mère, Aïcha Dembélé, 75 ans, ancienne infirmière militaire et résidente de toujours du quartier, gisait affaissée sur les marches de son Porsche. Ses mains encore ridées, pleines de l'histoire de vie soignée, de blessures pansées et de douleurs tues, reposaient inertes, paumes ouvertes vers le ciel, comme pour demander une réponse qui ne viendrait jamais. Les sacs de course qu'elle portait, pain, tomates, un flacon de sirop pour la toux, des boîtes de sardines en promotion, s'étaient éparpillées sur l'allée fissurée, comme autant de preuves du banal qui avait été brisé. Une bouteille de lait roulait lentement sur la pente, vidant son contenu blanc sur l'asphalte tiède, dessinant une traînée laiteuse qui se mélangeait à une petite flaque plus sombre, presque noire. Comme un dernier souffle, un soupir que personne n'avait entendu. Il n'y avait pas eu de hurlement, pas de supplication. Elle n'avait pas crié. Elle ne s'était pas défendue. Tout ce qu'elle avait fait, c'était exister. Exister dans un endroit qui ne la considérait plus comme digne d'être vue, dans une ville où son âge, sa peau, sa paix ne la protégeaient plus. Elle était là, comme elle l'était chaque jeudi à la même heure, rentrant de l'épicerie du coin. Même cabas, même pas tranquille, même sourire aux voisins. Et pourtant, ce jour-là, cela avait suffi à faire d'elle une cible. Un bruit de métal frottant contre l'asphalte se fit entendre. Un couvercle de boîte de conserve roulant paresseusement, arrêté net par le rebord du trottoir. Une alarme de voiture au loin, un chien qui aboyait, indifférent. Malik n'avait pas couru vers elle. Non, il avait marché. Lentement, délibérément. Chaque pas pesait lourd comme une pierre jetée dans un puits sans fond. Ses semelles résonnaient sur les fissures de l'allée, sur les restes de l'air renversé, sur les débris de vie qui gisaient au sol. Il portait encore sa tenue de travail, une chemise bleue mal boutonnée, et ses mains tremblaient, mais son visage était figé. Il n'y avait pas de sanglots. Pas encore. Il n'y avait pas de panique. Il y avait cette absence étrange de bruit dans son esprit, ce silence assourdissant où tout se fige, où chaque détail devient aigu. L'odeur du pain fraîchement acheté, la chaleur du soir, la tache sombre sur le bas de la robe de sa mère, le léger cliquetis de ses bracelets qui s'étaient arrêtés de bouger. Il s'était arrêté à 1 mètre d'elle, comme s'il savait qu'approcher plus serait franchir un seuil invisible. Comme si ce pas de plus changerait tout. Et dans cette immobilité, il leva les yeux, puis avait levé les yeux. Son regard n'avait pas vacillé. Ce fut le moment où le système recula, parce que cette fois, ils n'avaient pas juste tué une civile. Ils avaient abattu une vétérane, une soignante, une mère. Une femme dont la vie avait été consacrée à apaiser la douleur des autres, même quand la sienne passait sous silence. Et cette fois, son fils n'était pas un homme qu'il pourrait écarter d'un revers de la main, enfermé dans un stéréotype ou effacé dans un coin d'un rapport biaisé. Il n'avait pas affaire à une silhouette isolée, fragile, qu'on pouvait cataloguer comme instable, ou colérique, ou dangereuse sur simple prétexte. Non. Cette fois, leur balle avait traversé l'histoire d'une femme qui avait accompagné des soldats blessés en zone de guerre, accouché des enfants dans des quartiers sans clinique, bercé les mourants dans des chambres d'hôpital trop bruyantes, trop chaudes, trop froides. Et elle s'était éteinte sur ses propres marches, un sac de pommes de terre encore accroché à son poignet. Et son fils. Son fils était une autre histoire. Le 11 septembre 2001 avait transformé Malik Dembélé, d'un étudiant discret, absorbé dans les couloirs feutrés du département de biologie de l'Université de Strasbourg, il était devenu soldat. Avant ce jour, il passait ses soirées à annoter des manuels, à préparer des expériences en laboratoire, à rêver d'un doctorat sur la régénération cellulaire. Mais ce matin-là, il avait vu les tours s'effondrer à travers un vieux poste de télévision suspendu dans le coin de la salle commune. Il n'avait pas dit un mot. Il n'avait pas pleuré. Une semaine plus tard, il franchissait seul les portes d'un centre de recrutement militaire. Il n'avait prévenu ni sa sœur, ni sa copine de l'époque,
ni même Aïcha, sa mère. Il s'était contenté de laisser un mot sur la table. « Je dois y aller. » Ce ne fut pas un acte de vengeance. Ce fut un devoir, une volonté implacable de comprendre la douleur des autres en y entrant pleinement. On l'avait formé dans le désert du Nevada, à l'endroit même où l'on apprend aux jeunes à survivre dans le vide, dans la chaleur, dans l'absence de repères. Il avait appris à attendre sans parler, à avancer sans trembler, à frapper sans haine. Puis il avait été envoyé à Kaboul. 7 missions, 7 descentes dans les entrailles de ce que les rapports appelaient des zones rouges et que les soldats surnommaient simplement l'enfer. Il n'y était pas allé pour tuer. Il y était allé pour sauver. Il n'était pas un soldat qu'on voyait aux infos. Pas de photos dans les journaux, pas d'interview en uniforme, pas de point levé ou de salut solennel, pas de drapeau plié sous les projecteurs. Il ne collectionnait pas les médailles. Il les glissait dans une boîte au fond d'un tiroir, entre des lettres d'enfance et un carnet de terrain taché de poussière et de sang. Mais il avait sauvé des vies. Des enfants piégés sous des décombres, des collègues blessés lors d'embuscades, une traductrice afghane enceinte qu'il avait portée sur 2 kilomètres parce que l'hélicoptère n'était jamais arrivé. Ses camarades l'avaient surnommé le froid noir, non pas par dérision, mais par admiration, pour son calme, pour sa précision, pour ce détachement presque spectral qui le faisait agir même quand les autres hésitaient, pour cette façon qu'il avait de respirer lentement, même quand les balles fusaient, son regard qui restait immobile, même quand le chaos éclatait autour de lui. Et pourtant, rien de tout cela ne l'avait préparé au message reçu dans un avant-poste tactique en Jordanie. Il faisait une chaleur écrasante ce jour-là. La poussière rouge collait à la peau comme une seconde couche, et les drones tournaient dans le ciel comme des oiseaux de mauvais augure. Malik rentrait d'une opération de reconnaissance qui s'était prolongée au-delà des limites prévues, ses bottes couvertes de sable, son regard plus fatigué que d'habitude. Il n'attendait rien, pas de nouvelles, pas de permission, pas de changement. Pourtant, en franchissant la porte du centre de commandement, un jeune officier blond à peine sorti de l'académie l'interpella avec hésitation. « Sergent Bellé, ordre de transfert, retrait temporaire, réaffectation spéciale. Vous partez dans 48 heures. » Pas d'explication, pas de motif, juste ces mots, froids, mécaniques, comme récités sans conviction. Malik savait mieux que de poser des questions. À l'armée, quand le système décide que vous devez disparaître un moment, vous obéissez. Vous ne contestez pas. Vous n'ouvrez pas la bouche. Vous ne demandez pas pourquoi le calendrier s'effondre d'un coup, pourquoi vos supérieurs vous évitent du regard, pourquoi même vos coéquipiers détournent la tête en silence. Alors, il avait empaqueté ses affaires. Il avait rangé sa gamelle, son carnet de notes, une photo pliée d'Aïcha qu'il gardait dans une poche intérieure. Il avait rendu son équipement sans commentaire, chaque pièce de son uniforme déposée comme un bout de lui-même qu'il laissait derrière. Il avait pris un vol de nuit, anonyme, sans escale, sans accueil. L'avion s'était posé dans le gris d'un aéroport européen, puis un autre, et encore un autre, comme s'il devait s'effacer de plus en plus à chaque escale. Et enfin, il avait atterri. Pas dans une base. Pas dans une capitale. Dans le silence. Un silence dense comme le brouillard. Un silence qui ne disait rien, mais laissait tout comprendre. Lorsqu'il était arrivé à Saint-Aubin-sur-Lys, l'air était chargé d'humidité. Le ciel pesait sur les toits comme une menace contenue. Le quartier avait peu changé, à part les voitures plus grosses, les volets métalliques à moitié cassés et les nouveaux visages qui ne saluaient plus. La maison était telle qu'il s'en souvenait. Elle lui avait paru minuscule, bancale, comme sortie d'un rêve flou. Les volets, peints en bleu pâle autrefois, étaient maintenant ternis, presque gris. Des fissures longeaient le crépi comme des rides oubliées. La peinture écaillée sur les rampes du porche s'écaillait encore plus que dans son souvenir, révélant des couches anciennes, souvenirs de rénovation inachevée, de dimanches passés à gratter au pinceau avec sa mère. Un vieux ventilateur grinçait au plafond du porche, éternellement coincé entre 2 vitesses, brassant un air tiède qui ne rafraîchissait rien, mais semblait battre le rythme d'un cœur fatigué. Le carillon manquait 2 tubes. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent.
La rue portait toujours le même nom. Les lampadaires diffusaient la même lumière jaune maladive. Les clôtures en bois grinçaient sous les bourrasques, comme avant. Mais quelque chose d'invisible avait basculé. Un poids, une tension dans l'air, que même les oiseaux semblaient éviter. Il ne vit pas sa mère. Pas tout de suite. Ce qu'il vit d'abord, ce furent les rubans de sécurité, ces bandes plastifiées jaune vif marquées. Police, ne pas franchir, qui ondulaient dans le vent comme des cicatrices neuves sur une peau de béton. Puis les traces de sang, sombres, caillées, comme si la vie elle-même s'était retirée du trottoir. Les sacs de course éparpillés étaient encore là, certains objets ramassés par des gants bleus, d'autres simplement laissés sur place. Un citron roulé jusqu'au buisson, une boîte de haricots cabossée contre le muret. Et les policiers, serrés en petits groupes, parlant bas, évitant de croiser le regard des voisins. Des policiers qui connaissaient ce quartier, mais qui ce jour-là agissaient comme s'ils étaient sur un champ de mines. Malik les observa sans s'approcher. Il n'avait pas besoin de demander. Il savait. Il avait toujours su reconnaître la scène d'une exécution maquillée en accident. Aïcha Dembélé avait été abattue en plein jour. À quelques mètres de sa propre porte, à une heure où les enfants sortaient de l'école, où les voisins arrosaient leurs plantes. Elle sortait avec des sacs de course dans une main, ses clés dans l'autre. Aucun signe de menace, aucun geste brusque, pas de cri, pas une erreur. Un geste ciblé, froid, calculé. Elle représentait une menace, non par ses actes, mais par son existence même. Une femme noire, âgée, respectée, qui refusait de détourner les yeux quand la justice se courbait. Une femme qui parlait encore aux jeunes du quartier, qui leur disait de ne pas baisser la tête, qui écrivait encore des lettres aux conseillers municipaux. Elle dérangeait parce qu'elle n'avait pas peur. L'agent Pierre Vautrin avait tiré. 29 ans. Blanc. Fraîchement transféré de Clermont-Ferrand. Un visage lisse, une mâchoire carrée, le regard toujours derrière des lunettes miroirs. Un dossier propre sur le papier. Mais ceux qui regardaient de plus près voyaient autre chose. Historique d'interpellations musclées, souvent dans des quartiers africains ou maghrébins. Des fouilles au corps abusives, des insultes rapportées, mais jamais prouvées. Aucune plainte officielle retenue. Pas de blâme. Quelques lettres de recommandation d'anciens supérieurs, toutes rédigées dans une langue si neutre qu'elle en devenait complice. Mais les voisins d'Aïcha avaient vu. Ils avaient vu sa manière de patrouiller, ralentir systématiquement devant chez elle, rouler vitre ouverte même quand il pleuvait, fixer longuement la façade, observer les allées et venues. Il n'avait jamais dit un mot, mais son silence est une menace en soi. Aïcha l'avait signalé. Une fois. Elle avait rédigé un petit rapport à la main, demandé à Malik s'il fallait l'envoyer. Il avait dit oui, et elle l'avait fait. Rien ne s'était passé. 3 jours avant sa mort, elle avait appelé la cellule des plaintes internes de la mairie. Sa voix, calme mais ferme, résonne encore dans le serveur vocal. Ils ont encore arrêté. Même agent. Pas de raison, juste des questions, et les mains trop proches de leur arme. Je n'ai pas peur, je veux juste que ce soit noté au cas où. L'appel avait été enregistré, puis supprimé. Malik retrouva le journal d'appel effacé grâce à un ancien contact, un analyste tech qu'il avait connu sur le terrain. Un type discret, aux doigts tachés d'encre de café et de clavier, capable de faire parler une puce morte comme un archéologue du numérique. Ils n'avaient pas échangé depuis 5 ans, pas un mot depuis la dernière mission où ils avaient exfiltré une famille afghane en silence au milieu de la nuit. Mais Malik avait gardé son numéro, rangé dans un coin de mémoire, comme un outil qu'on ne sort que quand il n'y a plus d'alternative. Il n'expliqua presque rien. Il envoya les identifiants d'accès du serveur de la mairie, un code horaire et une phrase simple. Trouve ce qu'ils ont effacé. Une recherche, une localisation, une empreinte électronique dans un flux binaire. Plainte d'Aïcha Dembélé, 4 juillet. Supprimé le 5 à 03h14. Aucun ticket de suppression. Aucune trace d'audit. Quelqu'un l'avait dissimulé. Volontairement. Méthodiquement. Non pas en effaçant tout, mais en effaçant juste assez pour que le reste paraisse normal. Mais pour Malik, il suffisait d'une faille pour entrer. Et cette faille, c'était le fait même que quelque chose manquait. Il ne cria pas. Il ne manifesta pas. Il ne prit pas de pancarte. Ce n'était pas sa guerre. Pas ici. Pas maintenant.
Il sortit d'un vieux sac rangé dans l'armoire de sa mère un téléphone crypté militaire qu'il n'avait pas touché depuis des années. Une coque renforcée, une batterie qui ne meurt jamais, une ligne qui ne transite par aucun satellite civil. Il entra un code à 10 chiffres, attendit que le signal passe par 3 relais, puis lança une seule commande, Strat Noir 7, un protocole silencieux, invisible, l'ombre de la sécurité d'État. Un réseau indépendant des juridictions classiques, hérité des opérations noires de l'après 11 septembre. Un ordre qui court-circuite les chaînes habituelles et active des réponses immédiates. Même les autorités civiles n'avaient pas la main dessus. 17 minutes plus tard, 3 véhicules banalisés pénétrèrent les ruelles étroites de Saint-Aubin. Ils ne portaient aucun insigne. Pas de sirène, pas de gyrophare. Ce n'était ni la police, ni la gendarmerie. C'étaient des auditeurs stratégiques. Civils de façade, militaires de cœur. Le genre d'agent qu'on envoie quand il faut diagnostiquer une faille structurelle sans que personne ne la remarque. Une présence qui signifie une seule chose. Quelque chose est pourri, et l'État veut comprendre si c'est contagieux. Malik resta sur le porche de sa mère, les semelles encore imprégnées de sang séché. Il ne bougea pas quand les agents descendirent. Il ne parla pas. Les policiers municipaux s'éparpillèrent à la vue des véhicules. Certains feignirent de répondre à leur radio. D'autres rentrèrent dans leur voiture. Aucun ne s'approcha. Personne ne demanda à Malik son identité. Pas besoin. Le badge qu'il portait autour du cou ne relevait d'aucune brigade locale, d'aucune circonscription, pas même d'un ministère clairement défini. C'était un symbole silencieux, celui d'un homme qu'on reconnaît quand on sait ce qu'il a fait. Celui d'un opérateur qui avait mené des missions dans des zones où l'État n'a plus de nom. Désormais, il dirigeait son savoir vers chez lui. Il ne se vengea pas. Il collecta, comme il l'avait toujours fait. Méthodiquement, froidement. Les vidéos de caméras piétons, les images de surveillance du quartier, les bandes de la supérette au coin de la rue, les relevés téléphoniques, les appels manquants, les rapports incomplets, les entrées et sorties de patrouilles. Les GPS embarqués, les logs de communication. Il traça chaque interaction entre Aïcha et la police municipale des 6 derniers mois. Il y en avait eu 14. 3 seulement étaient documentés. Les autres, effacés, corrigés, raccourcis. Mais les métadonnées ne mentent pas. Il recoupa les horaires, les localisations GPS, les témoignages de voisins. Il les traita comme il l'aurait fait pour une cible stratégique. Chaque donnée, chaque trace, chaque absence comptait. Il construisit une chronologie à la seconde près, un puzzle dont les pièces, même dissimulées, prenaient leur place. Les trajets de la patrouille de Vautrin correspondaient toujours à la présence d'Aïcha. Les arrêts, les pauses radio, les ralentissements anormaux dans les zones sans incident. Tout pointait vers une surveillance ciblée, répétée, mal dissimulée. Aïcha n'avait pas été ciblée pour un acte. Elle n'avait pas franchi de ligne, désobéi à une injonction, ignoré un avertissement. Non, elle avait été prise pour cible pour ce qu'elle représentait. Une femme noire, âgée, debout, digne. Un repère dans le quartier. Un pilier qui ne se courbait pas. Et dans un système qui exige la soumission, sa simple posture était une insulte. La vidéo confirma les dires. Captée par une caméra de sonnette d'un voisin, elle ne durait que 19 secondes. Mais ces secondes suffisaient. Elle n'avait pas fui. Elle n'avait pas levé la voix. Elle s'était figée, comme si elle avait compris, avant même que le danger ne prenne forme. L'agent Vautrin avait crié. Aucun avertissement intelligible, juste un ordre brusque, hurlé comme une décharge. Elle avait levé la main, paume ouverte, un vieux geste d'instinct, de mère, de soignante. Pas une menace. Le sac était tombé. Une boîte de pâtes et une pomme s'étaient échappées. Et il avait tiré. Pas d'hésitation, pas de vérification, pas de tentative de désescalade, juste une présomption. Transformée en exécution. Un réflexe conditionné par des années d'impunité, par des récits ancrés dans l'imaginaire collectif, où la peur de l'autre justifie tout. Cette nuit-là, Malik s'assit dans la cuisine de sa mère. Il n'avait pas allumé les lumières, juste la lueur de la lune, filtrée à travers le rideau à moitié fermé. La table était en désordre, comme si elle avait quitté la pièce une minute plus tôt. Une tasse de thé encore tiède, la vapeur dissipée depuis longtemps. La porcelaine craquelée, avec le petit motif bleu qu'il reconnaissait depuis l'enfance.
un carnet ouvert à côté. L'écriture fine d'Aïcha, précise, penchée légèrement vers la droite. Pensez à appeler pour la boîte aux lettres. Vérifiez Madame Fofana. Achetez de l'insuline. Et griffonné dans la marge, presque effacée par une goutte d'eau. Ils continuent de me surveiller. Ne leur donne pas de raison. Malik resta un long moment immobile, le doigt posé sur cette ligne. Il ne pleura pas. Pas là. Il savait ce qu'il devait faire. Il enregistra le message vocal d'Aïcha, celui retrouvé, reconstitué, récupéré depuis le serveur fantôme de la mairie. Il le nettoya, le compila, l'intégra à un dossier. Pas une supplique, une preuve, une voix calme, fatiguée, résolue. Je veux juste vivre sans être chassé. Il compila les vidéos, les métadonnées, les relevés GPS, les doublons supprimés. Il les indexa, les nomma, les crypta. Puis il envoya le fichier à 4 agences, 4 adresses précises, 2 civils, 2 militaires. Il ne guetta pas de réponse. Ce n'était pas pour eux. Enfin, il le publia sur un serveur chiffré réservé aux services internes de sécurité et d'intelligence. Un serveur utilisé rarement pour les cas où la vérité doit circuler sans passer par les filtres politiques. Il ajouta une balise prioritaire, un mot-clé, marqué « Civil abattu par profilage systémique ». La réaction fut rapide. Saint-Aubin plaça sa police sous audit immédiat. L'agent Vautrin mis en congé forcé. Mais Malik ne voulait pas une suspension. Il voulait la vérité. Pas sur un homme, mais sur un système. 3 jours plus tard, une vidéo émergea, filmée par un adolescent d'en face. Image floue, tremblante, mais claire. Aïcha debout, main levée. Une voix crie quelque chose. Le tir. Une seule balle. Le corps qui s'effondre doucement, presque trop silencieusement pour une mort. Et pourtant, le silence ensuite cria plus fort que la détonation. La vidéo ne devint pas virale, pas dans le sens classique. Elle circula comme un secret réveillé. Les églises la montrèrent en sermon, les professeurs en classe citoyenne. Un présentateur resta muet à l'écran pendant 1 minute avant de dire simplement « Combien de mères devront tomber avant qu'on appelle cela par son nom ?» Malik ne donna aucune interview. Il ouvrit des fichiers. Il traça des appels. Il cartographia les oublis. Ce qu'il construisit n'était pas une histoire. C'était un réquisitoire. Chez lui, il retournait chaque soir sur le porche. Pas de bougies, pas de fleurs. Juste lui, droit, les pommes sur les genoux, à écouter le vent. Peu à peu, les gens vinrent. Madame Fofana, puis Monsieur Benyamina, puis l'adolescent aux écouteurs. En 2 semaines, ils étaient 50. Pas de pancarte, pas de cris, juste du silence. Un silence qui pesait plus que 1000 discours. Partout à Saint-Aubin, le souvenir fleurit. La supérette afficha sa photo avec la mention « On te voit ». La bibliothèque exposa sa médaille militaire. L'école où elle avait été bénévole plaça une citation sur l'entrée. « N'oublie jamais qui tu es, même si le monde fait semblant de ne pas te voir ». Au tribunal, Malik parla enfin. Sa voix grave, calme. La justice, ce n'est pas une excuse, pas un chèque. C'est admettre qu'elle a été effacée et que cela compte. Le juge resta silencieux longtemps, puis murmura « Poursuivez les charges ». Personne n'applaudit, mais c'était suffisant. Malik ne resta pas pour le procès. Il repartit comme il était venu, discret. Mais avant, il déposa un mot sur les marches. Elle s'est tenue debout, à notre tour. Et dessous, les noms de 50 voisins, puis 100, en arabe, français, bambara, portugais. Des noms écrits par des enfants au feutre, des anciens tremblants. Pas une pétition, un pacte, une promesse. Chaque jour, quelqu'un ajouta un nom. Même après le départ des médias, même après le flétrissement des fleurs. Parce qu'elle était là, parce qu'elle avait tenu. Et maintenant, eux aussi.